Donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Donc on se retrouve pour ma vidéo récapitulative et pour mes réactions de la carte qui s'est déroulée ce dimanche 14 juin. Euh, on a une carte très explosive, donc c'est une première dans l'histoire. On a une carte avec des KO en fait du début à la fin sur chaque combat. Évidemment c'est une carte avec uniquement 7 combats, mais ça restait complètement incroyable en termes de déroulement de combat. On a eu un des plus gros retournements de situation, des plus gros upsets de l'histoire de l'UFC dans notre main event. Euh, on a eu beaucoup de finish très tôt dans les combats. Puis on va rentrer dans le cœur du sujet avec, en partant, le main event. Donc, moi j'avais prédit Topuria sans trop de difficulté qu'elle allait remporter contre Gaethje, que ce soit par KO ou par soumission dans les deux premiers rounds. C'est pas du tout ce qui s'est déroulé. Donc, euh, pour un peu aller vraiment dans le cœur du sujet, le main event, le combat commence. On a un Topuria qui est très confiant, qui met beaucoup la pression par l'avant, puis qui avance vraiment contre Gaethje avec les mains hautes. J'ai remarqué qu'il avait une position un peu différente d'habitude, qui était vraiment comme son frère Alexandre. Donc il avait les mains très hautes, puis il était vraiment sur la jambe arrière, avec la jambe avant qui avait moins de poids dessus. Probablement qu'il savait que les leg kicks de Gaethje pouvaient être une arme dangereuse contre lui. Puis ben, là où moi j'aurais vu par exemple un Topuria mettre la pression, s'imposer en boxe, rentrer facilement dans la distance de Gaethje puis lâcher contre la cage. On avait un Gaethje qui avait un jab super efficace, une main arrière aussi, qui gardait vraiment à distance contre Topuria. Puis Topuria, très rapidement, en fait, on l'a vu, il avait le visage très abîmé. Donc on a vu vraiment ces deux arcanes sourcilières, en fait, les deux zones autour des yeux qui ont été abîmées, coupées très tôt dans le combat. Gaethje, son game était clair, c'était de rester à distance. Puis, c'est assez rare qu'il fait ça, mais il faisait beaucoup d'entrées en lutte très explosives. Puis, aussitôt que Topuria arrivait pour descendre, il séparait puis il mettait un peu cut en montant avec la main arrière. Puis, je pense qu'il a réussi en montant à toucher justement le haut des pommettes à Topuria puis à couper en fait cette zone-là. Donc, on a pu voir Topuria peut-être au premier round avoir du sang dans les yeux, être un peu perturbé. Puis ben, de son côté, Topuria, moins de frappes tout de même qui ont touché. Il a placé quelques ball low kicks qui ont eu beaucoup de puissance. Sinon, c'était quelques coups au corps avec un jab ou un direct. Mais il y a eu des difficultés à rentrer vraiment en distance de boxe avec Gaethje, puis à le toucher contre la cage avec ses mains. Donc, c'est un premier round qui va à Gaethje avec les dégâts au visage, puis le nombre de frappes qu'il a touché qui était plus significative. Puis là, on rentre au deuxième round. Jusque-là, rien de trop étonnant. On sait que Topuria, dès le départ, il a tendance à prendre beaucoup de frappes. Puis là, le deuxième round commence. C'est un peu la même tendance, sauf que Topuria est peut-être un peu plus confiant, un peu plus efficace. Donc, il va mettre plus une pression, mais qui va réussir à toucher peut-être de plus en plus avec des mains arrière, etc. Puis ben, on avance, puis il réussit comme à enfermer Gaethje contre la cage à un moment donné. Puis on savait que l'instinct du tueur allait se déclencher pour Topuria. Lui, il se met vraiment à enchaîner au corps, en fait, Gaethje complètement. Donc, il a même ignoré la tête. Il savait que Gaethje montait les mains très hautes pour se défendre. Puis, il a enchaîné au corps pendant un bon 30 secondes, puis beaucoup d'énergie. C'était des frappes à 100%. Puis, à un moment donné, il a réussi complètement à mettre à terre Gaethje, à faire un knockdown sur un coup au foie. Donc, on a Gaethje qui tombe au sol, qui grimace, qui est vraiment en douleur. Puis Topuria prend très rapidement la position dominante, la montée complète. Puis là, à partir de là, on a complètement vu un Topuria qui était compromis dans le combat. Donc, il a pris la montée complète, mais il n'a pas été capable de rien faire d'insignificatif de tout le reste du round, en fait. Donc, que ce soit un Grand Pound ou les tentatives de soumission qui n'ont pas eu de succès pour Topuria, la fin du round, bien qu'elle était dominante, il n'a pas réussi à finir le combat, en fait. Donc, il a un peu raté le finish. Je pense que personnellement qu'avec peut-être avec des meilleures décisions, il aurait peut-être pu avoir peut-être un KO. Parce qu'il a perdu beaucoup de temps à avoir une clé de bras, scramble, revenir sur le dessus, tenter un triangle inversé depuis la montée complète. Donc il a perdu quand même du temps, de l'énergie. Puis à partir de ce moment-là, vraiment vers la fin du round, la dernière image qu'on voit,
c'est Topuria qui est sur Geiji puis qui bouge pas, puis qui respecte beaucoup, puis qui regarde l'horloge. Donc très mauvais langage corporel de Topuria à la fin du deuxième round. Puis à partir de là, c'est complètement la dégringolade. Donc le troisième round, on a déjà un Topuria qui a les deux yeux compromis presque. Puis qui est essoufflé en plus de ça. Donc, petite parenthèse rapide, j'ai trouvé ça assez spécial par de voir Topuria autant essoufflé après un round et demi peut-être là. Il y a des explications qu'on pourra revenir un peu plus tard, mais ça reste surprenant, je trouve, quand même. Bref, le troisième round continue. Puis là, c'est complètement Geiji, en fait, qui s'impose pendant tout le round avec des gros jabs, beaucoup de feintes à poil en bas, puis remonter avec des directs qui touchent en pleine tête de Topuria. Puis plus le round avance, en fait, moins Topuria est capable de voir avec ses yeux. Son visage devient complètement détruit, enflé. Il est moins capable de briser la distance pour toucher. Puis, on a carrément presque un knockdown de la part de Geiji. Donc, avec un son direct qui a répété plusieurs fois, il a réussi à toucher en puissance. Puis, ça a comme complètement ébranlé Topuria. Puis, il a dû faire une tentative de takedown pour s'empêcher de tomber au sol. À partir de ce moment-là, honnêtement, c'était une chute fatale. Topuria a réussi à survivre le round. Mais Geiji s'impose vraiment avec les dégâts, le nombre de frappes qu'il touche. Topuria a touché, je pense, moins de 15 frappes pendant toutes les 5 minutes du troisième round. Puis il retourne de son côté avec un visage qui est complètement méconnaissable. En fait, il y a eu un peu de tentatives ratées de lutte par de Topuria aussi, bref. Il retourne de son côté, puis là, son frère, je pense qu'il dit à son frère qu'il voit rien. Puis son frère, Alexandre Topuria, dit à voix haute aux membres de l'équipe de l'UFC, il voit rien. Donc là, il appelle un médecin. Mais Topuria voulait continuer à se battre. Donc c'est comme une genre de malentendu. Le médecin commence les tests. Puis il détermine que Topuria n'est pas apte à continuer. Donc on pensait qu'il a arrêté le combat. Puis finalement, Topuria a comme réussi un peu à faire valoir son point, à parler à l'arbitre Godard pour expliquer qu'il veut continuer à se battre. Puis finalement, le médecin n'arrête pas le combat, mais on sait très bien qu'il voyait complètement rien. Il avait les deux yeux complètement fermés, enflés. Mais étonnamment, avec le peu de volume que Topuria a eu au troisième round, c'est comme s'il avait un peu regagné de l'énergie. Puis il y a un peu de succès dans le quatrième round. Il touche un peu plus en boxe avec les mains droites. Moi, je pense aussi que c'est à cause que Geiji a perdu beaucoup d'énergie. Donc Geiji était beaucoup plus essoufflé au quatrième round, le dernier round. Puis, Topuria arrive à avoir à un moment donné une amenée au sol. Il prend la montée complète. Mais encore là, il voit rien. Il est fatigué. Les deux, ils ont plein de sueur sur eux. Il réussit à avoir la montée complète. Puis avec les scrambles de Geiji, il arrive à prendre le dos. Mais il n'était pas bien positionné. Puis Geiji a réussi à faire glisser Topuria de son dos. Puis à se relever. À partir de là, ça a été très difficile pour Topuria de se relever. On a vu Geiji amener lui-même au sol Topuria. On voyait qu'il n'était plus lui-même dans ce moment-là. Les derniers instants, c'est juste Geiji qui domine Topuria au sol. En notant, Geiji, souvent quand il domine en grappling, c'est qu'il met quelqu'un au sol, mais il se met comme en north-south, donc parallèle au combattant, puis il se met là, puis il fait absolument rien. Puis là, après un instant où il n'y a pas eu grand-chose, il n'a pas assuré. Puis à la fin du round, il a mis un énorme coup de genou dans les côtes pendant que Topuria était en position au sol. Ça l'a blessé, ça l'a ébranlé que le corps de Topuria. On l'a vu comme un peu se recroqueviller puis faire un peu une grimace comme s'il était blessé. Puis là, la cloche sonne, il peine à se relever, il peine à s'asseoir sur son siège. Puis là, on n'a pas vraiment vu clairement ce qui s'est passé, mais il y a eu à quelque part un message qui est passé. L'arbitre arrête le combat. Donc Geiji est sacré champion. En fait, c'est même pas un intérimaire, c'est champion indisputé des poids légers à l'UFC. Après ça, il y a une séquence typiquement Geiji. Là. Il embarque sur la cage, il saute pour faire un backflip. Il perd l'équilibre. Il ressaute par l'arrière pour se rattraper, puis il tombe sur sa nuque. Il aurait pu se blesser gravement, bref. J'étais complètement choqué de voir ce combat-là, honnêtement. Je vais essayer de présenter peut-être les 3 raisons majeures pourquoi peut-être Topuria n'a pas eu de succès. Premièrement, probablement que Topuria n'a peut-être pas assez respecté les talents de Geiji. Donc, le premier round, on a vu vraiment mettre la pression.
Mais c'est. Probablement qu'il était tellement confiant qu'il allait mettre KO Geji que ça ne dérange pas de se manger des coups au visage. Mais il s'est pris vraiment beaucoup de jabs, de main arrière en ayant cette mentalité-là au premier round. Donc c'est pour ça que dès le départ, ça a pris beaucoup de dégâts. S'il y avait eu une approche différente, est-ce on aurait eu un résultat différent? On ne sait pas. Mais c'est clair que ça va jouer en sa faveur de dès le départ, pas respecter du tout Geji, puis manger beaucoup de frappes à la tête en fait, là, dès le départ. Ensuite, euh, toute sa séquence puisqu'il a passé très près de finir Geji au deuxième round, il a vraiment perdu beaucoup d'énergie. Puis, peu importe la technique que Topuria là, souvent il y a un ego qui est là, puis quand que le combat devient sale un peu, Topuria on le voit des fois, il perd un peu la carte, puis il se met vraiment à enchaîner, à brawler comme un peu comme un fou, puis à vraiment vouloir chase le finish très rapidement. Puis il était comme ça pendant un bon 2 minutes à vraiment frapper à 100% en boxe. Donc peut-être qu'il a vraiment perdu beaucoup d'énergie. Puis en étant sur Geji, toutes ces tentatives de soumission-là, donc la clé de bras, le triangle inversé en étant en montée complète, les scrambles, il a perdu beaucoup d'énergie aussi. Ce qui fait que il aurait peut-être pu aller plus intelligemment avec le combat, peut-être que ça aurait mieux été pour lui. Bref, ça c'est la position à sa faveur. Puis ensuite, il y a le style, quelque chose que j'ai remarqué, le style de Geiji était vraiment compliqué pour Topuria. On dirait que plus la personne est technique debout, plus elle obéit aux règles de l'art, plus Topuria a de la facilité peut-être à trouver des défauts, trouver un moment qui est facile à prédire, puis vraiment à emprisonner la personne, faire un échec et mat, puis avoir le chaos. Mais Geiji, c'est quelqu'un qui obéit pas à ces règles-là du striking, c'est quelqu'un qui est burlesque, c'est quelqu'un qui est imprévisible. Souvent, on voit les gens soit rentrer en enchaînement, puis reculer, sortir, mais Geiji, lui, des fois, il rentre, il enchaîne, puis il se penche sur lui-même pour se protéger, puis il renchaîne, puis c'est des trucs qui sont vraiment imprévisibles pour quelqu'un comme Topuria. Ce qui fait que quand les deux clashaient ensemble, qui se rapprochaient vraiment beaucoup, Topuria avait du mal à toucher les frappes. Tu sais, c'est pas tout le long du combat où il était vraiment à distance, puis Geiji touchait avec son jab. Il y a eu des moments où les deux étaient assez proches, les deux étaient en distance de clinch, pratiquement en distance de boxe. Puis ça a été très difficile pour Topuria, honnêtement, de toucher des grosses frappes. Je pense qu'il n'a même pas ébranlé à la tête Geiji une fois quasiment dans tout combat. Donc vraiment, le style de Geiji, c'est on parle beaucoup d'MMA, que les styles font les combats, mais ça, c'était vraiment le cas parce que toutes les habitudes de Geiji, que des fois on peut critiquer, on peut rire, mais là, ça l'a rendu le combat vraiment difficile et imprévisible pour Topuria. Puis ça l'a mené à l'upset. Bon, j'en revenais pas honnêtement. Là. Moi, j'avais vraiment prédit Topuria par domination. Puis là, ça te fait vraiment croire qu'on voit beaucoup, de plus en plus de gros retournements comme ça. On a eu Peter Yan contre Merab à l'UFC 323 qui a complètement dominé Merab, qui a éteint Merab. On a eu Sean Strickland qui a eu encore une fois un des plus gros upsets de l'histoire de l'UFC contre Shimaev, qui a réussi à enlever le zéro de Shimaev. Puis là, on a Justin Gaethje qui fait la même chose. Donc à la Maison Blanche, contre probablement des meilleurs adversaires de sa carrière, réussit à le finir carrément avec un TKO. Puis à enlever le zéro de Topuria en fait. Donc voilà, j'étais complètement époustouflé. J'en revenais vraiment pas personnellement. Puis ça va nous amener au l'avant-dernier combat de la soirée. Pareillement, qui m'a vraiment surpris, qui m'a fait mal personnellement, c'est Sirigan qui KO au second round Alex Pereira. Donc, honnêtement, j'avais peut-être je sais pas si j'avais sous-estimé Gann ou surestimé Pereira, mais le premier round, on a vraiment vu un Gann qui était en contrôle, en confiance. Pereira il a appliqué un game plan où il a mis beaucoup de kicks, donc beaucoup de high kicks très rapide, très explosif à la tête de Gann qui touchait la garde. Même si ils n'ont pas touché directement à la tête, souvent c'est des coups quand même qui peuvent se faire ressentir. Là. Ça reste des poids lourds qui se frappent quand même à la tête. Mais bon, avec les mains, avec la boxe, Pereira n'était pas du tout capable de toucher en fait. Il n'a pas touché vraiment avec des enchaînements en boxe du premier round. C'était vraiment Cyril Gann avec des jabs, avec des coups au corps. Puis la défense, en fait, on le savait là. La défense de boxe, c'est vraiment un défaut pour Pereira. Puis
il s'est pris beaucoup de grosses frappes pendant tout le premier round. Mais il arrivait quand même à survivre tout de même. Il s'est pris des gros jab direct à la tête qui l'ont pas nécessairement ébranlé, mais c'était pas bon. On sait que c'était pas bon. Puis ben, à la fin du round, le plus gros succès du côté de Pereira, c'est quand il a réussi à toucher 2 directs d'affilée. Puis le round s'est terminé par Srigan qui reculait après s'être pris un direct à la tête de Pereira. Donc là, on faisait peut-être que Pereira allait pouvoir un peu prendre le rythme. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui se build, qui construit pendant un combat, qui s'améliore. Mais le deuxième round, c'était quand même la même tendance. Donc on a un Gann qui contrôlait vraiment. Puis, qui à un moment donné, où Pereira allait rentrer pour toucher, Sirigan a fait un power jab. Donc un jab en mettant le pied vers l'avant, puis en steppant par l'avant. En contre, les deux se sont rentrés dedans, puis le jab a amené au sol Pereira. Donc ça a complètement flanché ses jambes. Il est tombé au sol. Puis là, il y a une séquence de finish qui s'est enclenchée avec Sirigan qui essaie de le finir en grenade pound. On a Pereira qui s'agrippe à la jambe de Sirigan. Puis là, malgré le fait que Pereira tourne sa tête, on a Sirigan qui met beaucoup de coups derrière la tête. Il y a un angle du replay où ça peut arriver dans le combat, certes, mais Sirigan, ça reste quand même une faiblesse. Il fait pas attention. Puis je pense qu'un bon arbitre, autre qu'Herb Dean, aurait peut-être séparer et avertir Sirigan parce qu'honnêtement, il y a un angle de replay où on va vraiment frapper quasiment juste au-dessus de la nuque, là, derrière la tête, avec les coudes et les coups de poing. Puis, après ça, ben, réussit à se relever tout de même, mais on savait qu'il était très ébranlé. Donc, à partir de là, c'était vraiment un mode survie pour lui. Donc, il courait autour de la cage. Puis, ben, Sirigan le suivait, puis il réussissait à placer des coudes, passer des frappes au corps, etc. Puis, ben, à un moment donné, il réussit à enchaîner avec ses mains, puis à ébranler, puis amener un knockdown presque sur Pereira qui tombe un peu sur la cage. Puis c'est à ce moment-là que l'arbitre a arrêté le combat. Je pense personnellement que c'était un bon stoppage. Il y a beaucoup d'arbitres qui ont arrêté pendant que Pereira se tenait à la jambe de Sirigan par le grenade pound. Mais bon, il était vraiment compromis. À partir du moment où il a pris le jab, là, ça a été très dur de récupérer pour lui. En fait, il n'a pas réussi à récupérer du tout. Sirigan, il a été précis, il a réussi à le suivre. Puis, il y a eu le KO. Donc, c'est énorme victoire pour Sirigan. En fait, c'est de loin sa meilleure victoire en carrière. Là. Ça le propulse vraiment dans la tête des plus grands poids lourds avec cette victoire. Et ça l'apporte aussi son rematch contre Thomas Spinal. Puis ben, Pereira, honnêtement, on aurait peut-être dû plus pas surestimer peut-être la capacité de Pereira à knock-out Sirigan comme il l'a fait avec ses autres adversaires. C'est complètement un match-up différent que le reste de sa carrière en light heavyweight ou en middleweight. Puis étonnamment, j'ai de mon côté sous-estimé beaucoup la puissance de frappe de Sirigan. C'est pas quelqu'un généralement qui met KO brutalement ses adversaires. Son dernier KO c'était contre Sergei Spivak. Puis même pas là, c'était même pas un KO, c'était un enchaînement de beaucoup avec du volume de coups contre la cage qui a mené à la bite à arrêter le combat. Donc je m'attendais pas tant à un gros KO comme ça de la part de Sirigan. Mais bon, je savais que Pereira allait pas KO Sirigan. Moi j'avais vraiment Pereira par soumission. Mais bon, ça l'a fait mal honnêtement pour Pereira comme ça. Est-ce que Pereira c'était vraiment juste qu'il aurait toujours perdu ce combat-là? Ou peut-être que l'expérience, l'âge, il s'approche de 39 ans, peut-être que l'âge le rattrape. C'est assez difficile à dire, mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est sûr que on faut le voir un peu s'affaiblir un peu forcément. Pereira ou n'importe qui peut pas rester à son prime indéfiniment. Bref, je sais pas vraiment c'est quoi la suite pour Pereira. Il s'en met quand même vraiment sur la fin de sa carrière. Là, il est assez vieux. Voilà. Donc j'étais assez surpris, ça me fait mal personnellement. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé du finish de Sirigan. Puis ça nous amène au combat de Mali, où ce que malheureusement notre Montréalais Ayman Zabi s'est fait KO assez salement par Mali. Donc au premier round, on a un Mali qui rapidement est en contrôle de la cage.
qui contrôle la distance avec ses coups directs, donc son jab, sa main arrière. Puis, en fait, globalement, le premier round, c'est un round qui était assez, pas lent, mais qui n'a pas eu énormément de volume. Eman Zabi n'avait pas du tout de succès en boxe. Rapidement, il s'est rendu compte que son succès, c'était avec des low kicks. Puis c'est vraiment la voie qu'il a empruntée pendant tout le combat. Donc vraiment matraquer des gros low kicks sur l'intérieur de la jambe avant de Sean O'Malley. Un truc que j'ai trouvé intéressant par contre, c'est que la garde de Eman Zabi, en fait, Eman Zabi a mis, comme d'habitude, il a mis beaucoup la pression sur Sean O'Malley, il a beaucoup avancé sur lui. Puis sa garde, ça l'a vraiment empêché les genoux en fait de passer en contre Sean O'Malley parce qu'il y avait vraiment deux bras qui protégeaient son menton par en dessous. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intelligent ou intéressant de la part de Zabi. Mais on voit que ça va être très difficile pour lui. O'Malley, par vertu d'avoir vraiment eu le contrôle, d'avoir touché les plus belles frappes à la tête, au corps, il a pris le premier round. Pour le deuxième round, ça s'est un peu continué, mais O'Malley avait vraiment plus le contrôle. Puis, éventuellement, Zabi, tout ce qu'il y avait pour lui, vraiment, c'était les low kicks. Donc, de son coin, ils ont dit pendant le combat, matraque les low kicks, met tout là-dedans. Donc, on a vraiment vu Zabi mettre 100% de son énergie à mettre dans des gros low kicks. Puis, il a réussi à faire changer de stance, faire changer de garde de Sean O'Malley. Mais une fois en sorte pas, il a réussi à toucher une main arrière qui a fait qu'il a knockdown à Zabi. C'est vraiment là qu'on voit que Sean O'Malley est vraiment. C'est pas pour moi une énorme puissance de frappe, mais c'est une précision qui est incroyable. Parce qu'il poursuit Zabi, puis pendant qu'Zabi est en train de tituber, de tomber, il met deux frappes en plein sur la pointe du menton, bang bang sur le menton, ce qui amène à terre Zabi. Puis là, l'arbitre arrête directement le combat. Donc on n'a pas vraiment vu la chance Zabi de pouvoir se relever. Moi, au départ, je pensais que c'était un mauvais arrêt de l'arbitre parce qu'on voit vraiment Zabi se relever immédiatement. Mais pour un peu se rassurer, on voit que dans un autre plan, un autre angle de vue, que Zabi, une fois qu'il se relève après que l'arbitre a arrêté, il retombe complètement au sol par lui-même comme s'il n'était pas capable de se relever. Ça fait dire que peut-être qu'il s'aurait sauvé un peu du dégât à la tête. Mais on le sait Zabi, c'est quelqu'un qui abandonne pas. Son combat contre Aldo, il n'aurait pas gagné si l'arbitre n'aurait pas laissé la chance. Mais bon, je pense quand même qu'il n'aurait pas réussi à se relever. Mais qu'il n'a pas réussi à survivre le combat en fait. Mais bon, je pense tout de même que l'arbitre, avant d'arrêter le combat, il n'aurait pas pu savoir qu'il allait retomber sur le même. Donc, peut-être qu'il aurait pu laisser quelques secondes de plus. Mais bon, on a vraiment un vintage Sean O'Malley. Pas énormément de volume dans le combat. Il n'y a pas eu de gros enchaînements de frappes. Mais c'est vraiment un sniper. Donc, précision, contrôle, intelligence en termes de striking. On n'a pas vu énormément de kicks de O'Malley. Pas vu énormément de genoux. Donc, c'est vraiment plus une clinique en boxe. Puis vraiment juste un bagage technique debout. Puis une distance qui est trop pour Eman Zabi, malheureusement. Qui fait qu'il va perdre sa série de victoires de 7 victoires. Sean O'Malley, il a call out Peter Yan. On en reparlera éventuellement si c'est une bonne option ou pas pour le combat. Mais bon, pour le moment, on a eu beaucoup de gros KO. Ça nous amène au combat de Joshua Kidd contre Derrick Lewis. Donc ici, rien de surprenant. Derrick Lewis, on le sait depuis un petit moment, il y a une résilience qui a été quand même perdue de son côté. Joshua Kidd a vraiment dominé tout le combat sans trop de difficulté. Le premier round, je pense qu'il a été scoré 10-8. Donc, round pur de grosse domination de O'Kidd. Puis, en fait, c'est la rapidité, la boxe qui très rapidement fait que O'Kidd s'impose. Puis, éventuellement, il va être capable de chercher des takedowns avec aucune difficulté. Donc, il va shooter un double leg, trip la jambe de Derrick Lewis pour qu'il tombe. Puis, il va prendre très rapidement la montée complète. En fait, Derrick Lewis avait tellement peu à offrir au sol à O'Kidd qu'il n'était même pas seulement en montée complète, mais il était debout par-dessus Lewis, puis Lewis ne se relevait pas en fait. Donc, il était debout, les jambes écartées par-dessus, puis il frappait. Je pense personnellement qu'il aurait pu terminer le combat là. Mais on l'a vu un peu, même à la fin du round, il niaisait un peu, il trollait un peu l'adversaire, comme si il savait qu'il aurait pu le finir, mais il l'a pas fait.
parce qu'il se relève, éventuellement Derrick Lewis se relève, O'Kit le ramène au sol une deuxième fois, puis le round se termine par O'Kit qui a une tentative de clé de bras. Il allait pas du tout l'avoir, l'épaule était beaucoup trop sortie, il avait pas du tout le levier pour avoir la soumission. Mais il faisait comme exprès de forcer puis de crier. Puis quand la lutte a sonné, on l'a vu rire, donc moi ça m'a comme indiqué qu'il faisait un peu exprès de jouer avec son adversaire en fait. Puis là, au deuxième round, les deux étaient quand même assez essoufflés honnêtement. Là. Lewis était très essoufflé, mais O'Kit également. Mais le mental de Lewis n'était pas vraiment là. Puis la volonté de O'Kit a fait en sorte qu'il a continué à s'imposer avec sa boxe. À un moment donné, Lewis, après un enchaînement, c'est comme pris le ventre, puis c'est comme penché un peu par l'avant. Puis il a arrêté de se défendre complètement. Fait que, ok, tu peux avoir le TKO debout contre Derrick Lewis. Debout au sol, mais il a réussi à finir le combat. Puis voilà. Donc, ça ressemble un peu à ce que j'avais prédit. C'est vraiment Derrick Lewis n'a pratiquement pas touché de frappe. Il y avait peu à offrir. Joshua Kidd, qui lui était très actif. Beaucoup de volume, beaucoup de takedowns, etc. Performance assez impressionnante. Puis son speech, le speech de O'Kit, c'était assez drôle. Là. Il call out Pereira. Après ça, il dit que la femme d'Obama est un homme. Bref. Voilà. Ça nous amène ensuite au combat encore une fois, un combat assez prévisible. Un combat de Michael Chandler versus Mauricio Ruffi. Donc, on dirait qu'envers Chandler, j'avais peut-être une petite lueur d'espoir pour lui, qu'il allait peut-être avoir la motivation d'avoir peut-être un KO contre Ruffi. Mais à partir du moment où la cloche a sonné, c'était vraiment Ruffi qui a dominé tout le round en fait. Le combat s'est terminé au premier round. Puis Ruffi, il avait la distance, il avait la puissance. Il a défendu les takedowns. Donc, peut-être en Australie, en s'entraînant avec le gym de Volkanovski, il a pu améliorer sa défense de lutte. Puis vraiment, c'était pas beaucoup de volume. Hein. Mauricio Ruffi, c'est des grosses frappes calculées pendant tout le round. Chandler a commencé fort, il y avait beaucoup de rapidité, d'explosivité. Il touchait des gros low kicks qui faisaient lever la jambe de Ruffi, mais en boxe, il n'y avait pas de succès en boxe. Ruffi a contrôlé complètement la distance. À un moment donné, vers la moitié du round, il a touché un jab, vraiment un power jab, là, un jab très puissant, que ça se l'avait reculé quasiment sur 2 mètres Chandler. Puis à partir de ce moment-là, c'était comme si toute l'explosivité et la rapidité de Chandler a diminué. Ruffi s'est mis à dominer le combat encore plus. À un moment donné, en l'apportant contre la cage, il s'est mis à l'enchaîner contre la cage au corps. Il a mis un énorme uppercut au foie de Chandler qui a fait pencher les genoux de Chandler puis à faire une grimace parce qu'il avait mal. Puis il réussit un peu à encercler puis à reprendre position. Ruffi maintenait quand même sa domination. Puis à un moment donné, en étant contre la cage, il met un spinning heel kick avec son talon qui touche le côté de la tête de Chandler puis qui l'ébranle en fait. Donc il y a comme une réaction avec un délai, mais comme 1 seconde et demie après le coup à la tête, il se met un peu comme à être ébranlé. Là, Ruffi profite de l'occasion, commence à l'enchaîner, puis ça se termine au sol avec un TKO. Donc c'est en plein comme j'avais prédit. Moi, je voyais pas Mauricio Ruffi mettre un énorme coup qui one-shot Chandler, puis Chandler s'écroule d'un coup. Je voyais plus l'ébranler, puis l'enchaîner en granite pound, l'enchaîner debout pour avoir le granite pound, parce que Chandler reste quand même tough. On l'a pas vraiment vu se faire KO complètement là, à l'UFC. Voilà, donc grosse clinique de Ruffi, là, très très clean. C'est sûr que Chandler, il n'a jamais été, évidemment, il n'a jamais été aussi vieux, mais c'est Chandler qui est à son pire. Donc c'est pas forcément la meilleure victoire en termes de palmarès, mais c'était très très propre tout de même de Ruffi, honnêtement. Surtout si ça améliore sa défense de lutte, il va être un très gros problème chez les poids légers. J'ai assez hâte de voir la suite du combat, de sa carrière. Donc pour les deux premiers combats, on va enchaîner avec Bo Nickal versus Kyle Daukaus. J'aurais vraiment pas prédit voir un KO comme ça vraiment rapidement. Moi, j'aurais plus prévu une décision, mais j'étais vraiment surpris de voir à quel point il était confiant rapidement dans le combat pour Nickal. Très rapidement, en fait, on l'a vu avoir un takedown sur Daukaus. On l'a vu le lever dans les airs puis l'amener au sol. Il y a eu un petit peu de ground and pound après ça par-dessus lui, puis il est rentré dans la garde de Daukaus.
Puis ben, il a réussi vraiment à toucher des beaux coups de coude, donc peut-être une amélioration au niveau de son Granite Pound dans son bagage technique. Il a réussi à ouvrir le front, le visage de Caldocus avec un coude justement pour le faire saigner. Puis après ça, là, il n'y a pas vraiment eu d'action, donc l'arbitre les a fait lever. À partir de ce moment-là, c'est vraiment là que Bonical debout, il a eu beaucoup de succès. Donc il a touché un front kick à la tête, que touché en pleine tête Caldocus en fait. Donc sur le coup, il n'a pas vraiment eu l'air ébranlé. Mais très peu de temps après, Caldocus, Bonical, pardon, va venir toucher un main arrière qui va ébranler rapidement. Puis il va mettre un autre coup qui va l'amener au sol. Puis il va l'enchaîner en Granite Pound, puis l'arbitre va arrêter le combat. Donc c'est une séquence qui était assez spéciale, j'ai trouvé. On n'a pas vu Caldocus montrer vraiment une adversité ou une combativité pour survivre. À partir du moment où il l'a ébranlé, c'est vraiment comme couché au sol lui-même, puis il s'est pas du tout défendu au sol, donc il n'a pas bougé, il n'a pas essayé de se défendre. Donc c'est sûr que peut-être au niveau de l'esprit, peut-être que l'esprit était vraiment brisé, puis il n'y avait plus le mental pour se défendre. Ou peut-être que le front kick avant l'enchaînement l'avait vraiment ébranlé déjà, puis que les coups l'ont vraiment terminé en fait, puis il n'a vraiment pas pu se défendre physiquement. Bref, très très belle performance de Bo Nickel. Comme j'avais prédit en fait dans ma vidéo, son styling s'est vraiment amélioré depuis sa défaite. Puis, s'il peut avoir confiance en son grappling puis avoir des beaux takedowns, il va être capable d'imposer son jeu qui est très polyvalent. Puis, ben, si moi ça montre que peut-être éventuellement il va avoir un combat pour quelqu'un de classé. C'est quelque chose qu'on va voir également bientôt. Puis finalement, le dernier combat, très beau combat entre Steve Garcia et Diego Lopez. Ça s'est pas passé vraiment comme j'avais prévu. À deux niveaux. Premièrement, Steve Garcia a eu beaucoup de succès debout. Il a pris le premier round contre Diego Lopez. Il travaillait quand même assez en distance. Il a réussi à avoir des crochets avant, beaucoup qu'il travaillait avec. Il était à son pas, puis il touchait beaucoup avec son crochet avant qui passait par-dessus la garde, comme un peu en snappant en étant rapide. Il y a eu des coups au corps, il y a eu des kicks. Il s'est quand même réussi à contrôler la distance assez bien. Diego Lopez, il n'y a pas eu énormément de succès, énormément de frappes qui ont touché de son côté. Puis on le voyait quand même manger des bonnes frappes. Là. C'est comme si c'était pas vraiment son type de jeu. Mais au deuxième round, il y a comme une étincelle. Il s'est peut-être dit qu'il fallait plus lui mettre la pression. Puis il est vraiment rentré dans Steve Garcia de face. Il a eu un peu plus de succès. Puis à un moment donné, quand les deux ont clash, les deux se sont rentrés l'un dans l'autre. Il a réussi à contrer avec deux énormes crochets qui ont au menton, qui ont gravement ébranlé Steve Garcia. Puis respect à Garcia parce que au lieu de vraiment s'écrouler ou d'essayer de se sauver puis d'encercler, il est resté solide. Puis il a essayé d'avoir le knockout à son tour aussi, donc en brawlant. Mais il était déjà ébranlé quand même. Puis Lopez a mis d'autres crochets au menton qui ont vraiment amené au sol. Puis Lopez a terminé. Puis le Garcia était plus conscient du tout. Bref, Lopez a vraiment cette puissance-là dans les mains. Peu importe à quel point ça peut être difficile un peu à distance, s'il est capable de rentrer, c'est quelqu'un qui se nourrit un peu de ces échanges-là, qui sont scrappy, qui sont sales un peu, avec les uppercuts, les crochets. Moi, je voyais pas un knockout. Moi, je pensais vraiment que Garcia était quelqu'un qui est capable de survivre plus avec son menton. Mais honnêtement, ces crochets-là de Lopez aurait probablement knockout n'importe qui dans la division. Là. C'était vraiment en plein sur le menton avec beaucoup de puissance. Puis ben, ça a vraiment bien commencé la soirée. Donc voilà, sur ça c'est vraiment les combats de la soirée. Très belle carte, probablement des meilleures cartes en fait dans les dernières années en termes de vraiment des finishes de A à Z. Les combats ont tous délivré de très belle manière. Puis je peux un peu parler quand même de la carte en général, de quoi ça ressemblait. À part, je dirais, la marche du début, qui était très longue avec Donald Trump et Dana White pour rentrer. Le reste était assez intéressant. Les walkouts étaient vraiment bons. J'avais pas vraiment remarqué sur le coup, là,
Mais vraiment, plus les combats avançaient dans la carte, plus les gens commençaient dans des pièces importantes, puis ils étaient de plus en plus loin dans la Maison Blanche. Puis c'était vraiment une belle mise en scène. Honnêtement, c'était assez cool. On a vu le main event qui commençait dans le bureau ovale. Puis l'orchestre était assez intéressant aussi, puis ça donnait un charme pour interpréter les chansons de walkout des combattants. Puis, plus côté négatif, c'était pas seulement une carte de UFC, c'était également une cérémonie nationale, donc c'était pour fêter les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Mais les vidéos historiques, un peu de promotion, étaient faites avec l'intelligence artificielle, que je trouve un peu spéciale, sachant que c'est une date très importante, puis c'est un anniversaire de cet événement-là. Avec tout le budget qu'ils ont eu, peut-être, moi je pense qu'il aurait pu avoir ça, une animation faite par des animateurs, ou peut-être une reconstitution historique avec des vrais acteurs. Parce que c'était l'IA, mais c'était même pas si bien fait que ça, honnêtement. Ça n'est pas vraiment un bon look. Puis après ça, il n'y a pas eu énormément de présence de signes de l'UFC vraiment sur place. Là. La foule était principalement constituée de membres du corps militaire ou membres du corps des premiers intervenants, etc., policiers, marines, etc. On n'a pas vraiment vu de combattants sur place. On a vu des PDG, évidemment. Puis un des seuls combattants qu'on a vu, en fait, c'est Tyson Fury. Puis même s'il n'y a aucun lien avec l'UFC, il y a eu une grosse introduction. Il est sorti de la Maison Blanche avec une introduction, puis une interview avec John Anik. Je trouve ça un peu particulier. Mais bref, les deux des combats m'ont fait un petit peu mal quand même, personnellement. Mais bon, ça reste incroyable de voir un tel retournement de la part de Geji. Puis finalement, je vais faire une vidéo très prochainement pour... Moi, j'aime beaucoup faire ça. Ça va être pour essayer de match-up les combattants de la fin de semaine. Essayer de présenter, de trouver c'est quoi le meilleur adversaire pour leur prochain combat. C'est quelque chose que je vais faire pour toutes les grosses cartes dans l'avenir. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire vos impressions sur la carte, quand vous avez trouvé ça, vos impressions sur le dernier combat. Puis, je vous remercie. Ciao, ciao.